On parlait d'Aubagne juste avant la publicité. Aubagne, où je vous le rappelle, si vous nous retrouvez à 11h du matin, le maire sortant Gérard Gazet est devancé, de très peu de voix, mais devancé quand même, par la candidate du RN, Joëlle Mélin. Gérard Gazet qui défendait ici forcément un bilan, et même deux, Oui. me semble-t-il. Pourquoi est-ce que c'est une surprise que de le voir aujourd'hui en position de challenger plutôt que de challenger? Il y a des effets, souvent, au bout du second mandat, qui sont des effets d'usure de pouvoir. Et peut-être cela est... De personnes, peut-être. De personnes. Ouais. Alors, d'usure de pouvoir, à la fois personnelle et à la fois dans l'action politique. Il est très difficile aux politiques de se distancier très souvent pour voir ce qu'il y a à réaménager. Le second point, c'est que Joëlle Mélin, ça fait des années qu'elle travaille ce terrain politique, à la fois au niveau communal et à la fois dans la circonscription législative. Donc c'est quelqu'un qui est présent, je dirais, qui est issu du cru, qui connaît les gens, donc qui a capitalisé sur ce travail de longue durée. Quant à la troisième liste, la liste de gauche, il ne faut pas oublier qu'avant Gérard Gazet, pendant longtemps, Aubagne a été un bastion de gauche. Et c'est d'ailleurs à ces équipes-là que l'on doit aujourd'hui ce qui a été mis en œuvre sous Gérard Gazet, c'est-à-dire le tramway gratuit, si vous voulez. Voilà. Donc, on a là une configuration du pouvoir tout à fait particulière en Aubagne. Et la semaine va être intéressante. Aubagne qui est aussi concerné par des sujets de sécurité, de mobilité. On le disait, le Valtram qui doit être inauguré d'ici la fin du semestre, normalement, avec du retard, mais quand même, et des enjeux de sécurité sur fond de narcotrafic, etc. etc. Aujourd'hui, les électeurs ont manifesté peut-être pas un rejet, mais une usure du candidat Gazet, souhaite aussi une autre incarnation de la droite. C'est un peu ce qu'on disait à Marseille, c'est une droite incarnée par le Rassemblement national aujourd'hui? Oui, alors c'est difficile à jauger si c'est uniquement une demande de renouvellement, une usure du pouvoir. Par contre, ce qu'on voit se dessiner dans plusieurs communes, et c'est le cas d'Aubagne, c'est la question du plafond de verre, le fameux plafond de verre dont on parlait beaucoup pour le Rassemblement national, c'est-à-dire la réserve des voix potentielles dans la perspective d'un second tour. Comment finalement la candidate du Rassemblement national va-t-elle se positionner pour essayer de mobiliser plus large, dans la mesure où c'est compliqué d'imaginer que le maire sortant puisse perdre des voix à son profit, mais peut-être, ne sait-on pas. Finalement, ça, c'est la question de fond qui se pose depuis très longtemps pour les candidats du Rassemblement national. C'est compliqué quand il y a un numéro 2 qui est issu de la droite traditionnelle. C'est beaucoup plus simple pour le candidat finalement de Marseille, quand la candidate de la droite est plus faible. Surtout qu'à Aubagne, le candidat de gauche a des réserves de voix. Exactement. Il a des réserves de conséquentes. voix. C'est pour ça que je disais la semaine, je dirais la stratégie de campagne et la pratique de la campagne, ce travail politique-là, va avoir des effets. La qualité de ce travail-là va produire des effets. Bon, on le jugera le dimanche, mais la semaine va être intéressante. Et de négociation. De négociation. Et on parlait tout à l'heure de l'abstention, et c'est peut-être aussi ce jeu qui risque d'accentuer le désamour des électeurs et de se dire, bon, au final, ils se mettent tous d'accord. Regardez dès hier soir, cette nuit, la carte électorale, regardez les poches d'abstention, rapportez les poches d'abstention au bureau qui était plus ou moins favorable auparavant pour aller rapidement mobiliser et rechercher les électeurs. J'aimerais qu'on parle également d'Istres rapidement. Istres, où là aussi le maire sortant est en difficulté, maire sortant qui est là depuis une vingtaine d'années, François Bernardini, qui se fait distancé de 10 points par Robin Préto, candidat d'hiver droite. Là aussi, si je m'en fie aux mathématiques et aux réserves de voix, la droite istréenne est en position de force face dans ce bastion plutôt à gauche, Norbert. Oui, alors c'est un bastion plutôt à gauche, mais l'électorat de François Bernardini est très pluriel. Il a su prendre dans le passé des voix sur des tendances tout à fait différentes. Est-ce que là aussi c'est une lassitude du pouvoir? Alors, pourquoi? Alors, Istres, certainement, rentre dans une autre catégorie. Je vais essayer de synthétiser. Si vous prenez la ville d'Istres et son taux d'équipement, de services publics, d'équipement culturel, d'équipement sportif, et je peux continuer,
ce niveau d'équipement est très haut par rapport à toutes les autres communes des Bouches-du-Rhône. Si vous regardez les projets économiques avec, je dirais, tout le pôle aéronautique, mais aussi le pôle lié à l'armée, il y a des projets de développement économique qui vont s'étaler au moins sur 15 ans. Donc je dirais que les ingrédients de développement et de gestion du territoire sont donnés et ont été construits par l'équipe existante. Il y avait certes des petites critiques sur le bétonnage, etc. Peut-être que là, l'usure n'est pas l'usure du pouvoir, mais je dirais dans le contexte que nous avons, d'essayer de bien faire passer le message sur le fait que la dynamique est toujours en route et qu'elle va continuer. A contrario, ses opposants sont arrivés à contrer cet effet-là, sont arrivés à contrer ce discours-là. Et donc, je pense que les équipes de François Bernardini, depuis hier soir, non seulement regardent la carte électorale précisément d'Istres, mais aussi la façon de valoriser à la fois leur bilan et le discours. C'est intéressant ce que dit Norbert, puisque c'est toute la difficulté d'un candidat sortant qui aurait relativement réussi son mandat, de faire valoir finalement ce bilan, de mettre en avant les progressions, de donner une vision pour le futur aux électeurs et ne pas se faire contrer finalement sur les points faibles de son bilan. Et ça, c'est très difficile. On le voit que dans certaines communes, ça n'a pas fonctionné. Alors, quid aussi, il a aussi des réserves de voix pour le second tour, puisque potentiellement avoir, je ne sais pas ce que le candidat de gauche prévoit de faire dans ce cas-là, mais ce qui est intéressant aussi dans les petites communes, puisque tout à l'heure on parlait de la mobilisation du second tour et finalement de venir faire baisser un petit peu l'abstention, c'est que les électeurs ils sont à portée de coup de fil et que c'est beaucoup plus facile de mobiliser des gens pour leur dire bon, t'as pas voté au premier tour, mais cette fois-ci on va aller voter ou fais-moi une procuration, etc. C'est le job des équipes de campagne de s'en charger. Ils ont des listes, ils ont les numéros de téléphone, on connaît les personnes, on sait aller voir la petite mamie qui peut pas se déplacer pour faire la procuration. C'est leur travail. Et là, il faut redoubler d'efforts pour pouvoir aller les chercher dans le cadre du second tour. Deuxième cas intéressant pour dimanche prochain. Autre cas aussi intéressant, puisque commune intéressante, celle d'Aix-en-Provence, où Sophie Joissaint, la maire sortante, est arrivée en tête, devant le candidat d'Union de la gauche, Marc Pénal, le socialiste, qui mène une liste assez forte pour Aix-en-Provence, puisqu'il récolte près de 20% des voix. Derrière Jean-Louis Gégère à 15,9%, le candidat Horizon, Philippe Klein, à 11,80%, et je disais Union de la gauche, mais vous aurez compris la subtilité, il y avait un candidat insoumis qui est parti à côté, à 8%, Julie Bandra, qui est battue dans ce premier tour, à l'issue du premier tour. Une question, puisque nous parlions de la métropole tout à l'heure.